Madame, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à la bibliothèque Cusin. Nous sommes très honorés de vous recevoir ce soir à l'occasion de cette nouvelle rencontre protophilo. Il sera question ce soir de Nietzsche et de cet ouvrage, Les historicités de Nietzsche, paru aux publications de la Sorbonne en 2016 dans la collection La philosophie à l'œuvre. Ce livre constitue les actes du colloque qui s'est tenu le 20 et 21 mars 2015 à l'Université Paris 1. Pour en parler ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir les directeurs de publication de cet ouvrage. Bertrand Binoche, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie moderne à l'Université Paris 1 et membre du Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne. Arnaud Sorizina, vous êtes agrégé de philosophie, vous enseignez au lycée La Saulée à Saint-Marcellin et vous êtes chargé de cours en philosophie de l'art à l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes familier des lieux puisque vous êtes titulaire d'un doctorat de philosophie que vous avez obtenu à Paris 1 et vous avez travaillé sur Nietzsche. Vous avez donc soutenu une thèse sur Nietzsche ici. Nous avons également l'immense honneur d'accueillir en invité d'honneur Madame Scarlett Marton. Vous êtes professeure de philosophie contemporaine à l'Université de Sao Paulo et vous avez participé à l'ouvrage. C'est parfait. N'hésitez pas à poser vos questions aux intervenants tout au long de la séance. N'hésitez pas également à consulter les ouvrages qui sont à votre disposition. Vous y trouverez d'autres volumes de la collection La philosophie à l'œuvre. Suite à cette séance, vous êtes tous chaleureusement invités à un petit apéritif qui se tiendra dans la bibliothèque. Je m'arrête là pour laisser la parole à Bertrand Binoche. Merci. Eh bien, je remercie à mon tour surtout tous ceux qui se sont déplacés alors qu'il est tard et que l'hiver est arrivé. Et puis je remercie Madame Tréguier qui fait tout ça avec tellement de bonne volonté que j'en suis émerveillé. Je vais être très bref, je vais dire quelques mots. Le premier pour rappeler que ce volume est le 16e de la collection qui s'appelle La philosophie à l'œuvre, qui paraît aux publications de la Sorbonne, lesquelles depuis le mois de septembre s'appellent les éditions de la Sorbonne, ça change tout. Et je tiens à faire savoir aux étudiants, qui souvent l'ignorent, qu'ils ont 50% de réduction sur tous les ouvrages qui paraissent aux éditions de la Sorbonne. Donc, si vous n'achetez pas ce volume-là ou d'autres, vous êtes véritablement coupable. Il faut bien dire les choses comme elles sont. La deuxième remarque, plus spéculative, consistait à expliquer pourquoi, d'un côté moi et de l'autre côté Arnaud, on avait entrepris de faire ce colloque qui a donné lieu au volume dont on va vous parler maintenant, et qui s'intitule « Les historicités de Nietzsche ». Alors Arnaud vous en parlera de son point de vue, qui était celui de quelqu'un qui faisait une magnifique et volumineuse thèse sur Nietzsche et l'histoire. Je voudrais dire que, de mon côté, le fil qui m'a conduit là débordait largement Nietzsche, que ce qui m'intéressait et m'intéresse encore, c'était la question des historicités philosophiques. La question des historicités philosophiques, c'est la question des histoires que les philosophes racontent. Parce que les philosophes racontent plein d'histoires. Ils racontent des histoires, ils se racontent des histoires entre eux, ils se racontent peut-être des histoires à eux-mêmes, puisque l'expression se raconter des histoires en français a un sens péjoratif. En tout cas, les philosophes racontent beaucoup d'histoires pour raconter l'histoire, pourrait-on dire. Et c'est ce problème-là qui m'intéresse depuis longtemps, problème dont ce qu'on appelle traditionnellement philosophie de l'histoire n'est au fond qu'un sous-ensemble. C'est ce qu'on appelle les philosophies de l'histoire, et quand on dit ça en France, on pense essentiellement aux philosophies allemandes de l'histoire, on pense aux grandes philosophies idéalistes. Lorsqu'on dit ça, en fait, on ne pense qu'à l'une des formes qu'a pu prendre les histoires que racontent les philosophes pour décrire l'histoire universelle. Troisièmement, Nietzsche. Le fait est qu'ici on parle des historicités de Nietzsche et que derrière ce titre il y avait
l'ambition, qui peut paraître un peu présomptueuse, de passer ou de favoriser le passage à un nouveau cap dans l'étude de Nietzsche en France. J'ai connu personnellement Scarlett, qui est à mes côtés, qui a travaillé à Paris 1. Je la remercie beaucoup. C'est par accident qu'elle passait à Paris 1 et à Paris, et que du coup elle est là ce soir, et qu'elle vient de Sao Paulo, donc c'est très bien. Scarlett a été en partie étudiante ici, donc elle doit avoir des souvenirs de ce genre, mais je ne veux pas m'engager pour elle. En tout cas, moi j'ai des souvenirs de cours sur Nietzsche où Nietzsche était très présent, on en parlait beaucoup dans ses murs. Et on en parlait beaucoup comme d'un auteur qui était le nom commun qui réunissait tout ce qu'il y avait en France à l'époque de critique. Nietzsche était associé à la subversion. C'était l'auteur de Foucault, c'était l'auteur de Deleuze, c'était l'auteur de Derrida. C'était une sorte de point de croisement critique, pourrait-on dire. Et ce Nietzsche-là a disparu, s'est effacé au profit d'un autre Nietzsche. Et ce que je dis, je voudrais que ce que je dise n'emporte pas de jugement de valeur, je ne suis pas sûr d'y arriver, d'un autre Nietzsche qui est un Nietzsche beaucoup plus, vous allez sans doute entendre le terme en un sens péjoratif, mais il ne faut pas forcément l'entendre comme ça. On a un Nietzsche plus académique, en tout cas un Nietzsche qui est l'auteur d'une doctrine que l'on peut reconstituer, qu'il faut retraduire, qui est traduit en France depuis maintenant 20-30 ans, non plus par des germanistes, mais qui est traduit par des philosophes, ce qui n'est pas la même chose, qui est annoté par ces philosophes. Et on a un Nietzsche qui est moins présent, moins flamboyant, sans doute aussi beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus clair, à beaucoup d'égards. On a eu envie, je dis on, et là encore Arnaud pourra se démarquer, de rentrer dans Nietzsche par un nouveau fil, qu'on a appelé les historicités. Et rentrer dans Nietzsche par un nouveau fil, c'est-à-dire sortir quand même de ce Nietzsche un peu trop doctrinal à notre goût, devenu un peu trop universitaire. Et les historicités étaient un instrument qui permettait cette opération, parce qu'au fond, on peut poser la question suivante très simplement: quelles sont les histoires que raconte Nietzsche, ou comment Nietzsche raconte-t-il l'histoire? Et on s'aperçoit très facilement, en lisant vite, qu'on a affaire à des discours qui, en tout cas en apparence, et il ne faut pas trop vite dépasser l'apparence, ça c'est Nietzsche qui nous l'apprend, en apparence des discours qui sont quand même assez distincts. On a tout un discours qu'on a pris l'habitude d'assimiler à la généalogie, tout un discours sur l'histoire passée, en tant qu'elle conduit à notre présent. On a ce discours sur l'éternel retour, que connaît particulièrement bien Scarlett Martin, et qui est une autre façon de parler de l'histoire. Le rapport entre la généalogie et l'éternel retour ne va évidemment pas de soi. On a tout un discours chez Nietzsche qui a sans doute été moins étudié, qu'il est un peu, mais moins, qui est un discours prédictif sur la grande politique, sur ce qui adviendra, sur ce qu'il faut contribuer à faire advenir. Donc on a un discours sur le passé, on a un discours sur le présent en tant qu'il doit revenir indéfiniment, on a un discours sur le futur. L'idée qui a présidé au colloque, c'était l'idée que ces historicités-là, c'est-à-dire ces historicités-là, ne doivent pas trop vite être présumées articulables en un système bien fermé sur lui-même. À partir de là, un certain nombre de gens sont intervenus et l'ont fait de manière très diverse. Concrètement, la tripartition qui organise finalement le livre est une tripartition objectivité. En quoi qu'en est-il de l'objectivité historique? Répétition, le problème de l'éternel retour, et évolution, ce qui tourne autour de l'évolutionnisme. C'est évidemment un sondage, un échantillonnage absolument partiel, mais il me semble qu'il a quand même, dans l'état actuel des choses, le mérite de réouvrir un peu les choses. Et comme je ne veux pas vous casser les pieds trop longtemps, je vais laisser sauf si vous avez des questions, vous dites tout ce que vous voulez, vous êtes absolument libre. Si vous n'en avez pas, je laisse la parole à Arnaud
mais je réponds à toutes les objections, à toutes les demandes d'éclaircissement. Comme il n'y en a pas beaucoup, Arnaud va dire des choses beaucoup plus construites que moi, parce qu'il est sérieux. Rien n'est moins sûr. Merci infiniment. Je joins mes remerciements évidemment à ceux de Bertrand Vinoche. Et puisqu'il m'a sorti de ma campagne, je vais me permettre d'être un peu moins bref que lui, puisque j'ai fait le trajet. Et vous dire un petit peu comment on pourrait reconstituer la logique conceptuelle qui noue un petit peu le dialogue entre les différentes contributions de ce collectif. D'ailleurs, je suis particulièrement étonné de constater que, en vertu d'une sorte de grâce, de la main invisible, on a l'impression que les intérêts des différents contributeurs convergent pour échantillonner de façon assez représentative, certes de façon non exhaustive, les historicités de Nietzsche. On a un bon panel et je crois que c'est des coups de sonde qui permettent d'avoir une bonne prise de vue, perspectiviste pour ainsi dire, sur la manière dont s'articulent chez Nietzsche les différentes historicités. Et de ce point de vue-là, les trois aspects, les trois domaines que Bertrand Vinoche a appelés des problèmes, à juste titre, constituent, à mon sens, trois foyers d'interprétation. Et je commencerai par le premier que Bertrand Vinoche a appelé objectivité. L'objectivité, apparemment, c'est quelque chose qui détonne et qui semble dirimer avec l'esprit du nietzschéisme. Mais vous vous doutez bien, pour ceux qui connaissent un peu Nietzsche, qu'il ne s'agit pas ici d'une objectivité au sens épistémologique ou cognitif, quoique Nietzsche utilise ce terme dans le paragraphe 24 de la troisième dissertation de la généalogie de la morale, où il est question de faire entrer le discours historien, sous la forme de la généalogie, dans un nouveau régime d'objectivité. C'est ça qu'il s'agit d'élucider. L'objectivité renvoie ici, de façon assez descriptive, aux objets du discours historique. Mais cet objet, il est nouveau dans le sens où il est redéfini par ce que Nietzsche appelle, dès le début du Humain trop humain, la philosophie historique. L'idée n'est donc pas d'être objectif, ou si elle est d'être objectif, elle l'est en un sens très particulier, à mon sens, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de répondre à l'exigence d'objectivité sous la forme d'une impersonnalité ou d'une perspective de surplomb. Et ceci étant dit, Nietzsche entend bien pourtant être plus objectif que la science historique, qui, elle, est prétendument objective, impersonnelle. Il est plus objectif, je crois, dans la manière de traiter son objet et dans la manière de le constituer. Je commencerai par la manière dont Nietzsche traite son objet. L'objectivité de Nietzsche, c'est d'abord l'objectivité de l'éthos de l'historien, du fait que l'historien exhibe le site à partir duquel il parle. Ça, c'est vraiment spécifique, me semble-t-il, à Nietzsche. Puisque si objectivité épistémique il y a chez Nietzsche, elle consiste à rappeler l'ancrage axiologique de toute forme de discours. Et de ce point de vue, Nietzsche est plus objectif que ceux qui se prétendent objectifs, puisqu'il a l'objectivité de reconnaître que l'objectivité, c'est un non-sens. Donc il la dénonce comme une forme de vie singulièrement hypocrite. On assiste donc à un nouveau style d'objectivité, un nouveau style d'objectivation. Il s'agit, en somme, de démystifier la prétention à l'objectivité de la science historique traditionnelle ou de la prétention des philosophies de l'histoire à épuiser le contenu de la réalité historique. Du coup, lorsque Nietzsche utilise le terme d'objectivité, on comprend qu'il s'agit d'une sorte de figure de style, d'une façon de parler. Une façon, c'est la traduction grecque du terme tropos, qui a donné trope. Vous savez que la vérité est une métaphore, d'après Nietzsche. De la même manière, l'objectivité est moins une métaphore qu'une figure de style qui confinerait à ce qu'on appelle en rhétorique la rétorsion. Ça consiste à utiliser la charge axiologique ou sémantique d'un concept pour la retourner contre elle-même. Il me semble qu'il s'agit pour Nietzsche de charger le terme d'objectivité d'une valeur sémantique, axiologique et performative, nouvelle. Dans cette perspective, Nietzsche se réapproprie les concepts exactement comme la volonté de puissance, dans le paragraphe 12 de la deuxième dissertation de la généalogie de la morale, est caractérisée comme un travail de réappropriation perpétuelle, un travail de réinterprétation,
d'assujettissement des anciennes interprétations. Donc, premier point, un nouveau style d'objectivité qui va de pair avec une éthique de la probité. L'objectivité de Nietzsche n'est pas une objectivité positive. Ce n'est pas l'objectivité dans l'établissement des faits, quoique, en réalité en discuter, puisque Nietzsche prétend réintégrer le gris de la science philologique dans la généalogie de la morale. En tout cas, ce qui semble primer sur le gris de la science philologique, c'est peut-être la vertu qui, en amont, donne à ce gris une consistance axiologique effective. Et cette vertu de l'historien, c'est ce qu'il appelle la Redlichkeit, la probité. En somme, on pourrait dire que l'objectivité chez Nietzsche, c'est d'abord un problème qui concerne l'éthique historienne et qui implique une conversion de l'éthos historien. C'est ce point qui, me semble-t-il, avait été laissé inaperçu des commentateurs, et je vous prie de me pardonner de renvoyer narcissiquement d'abord à l'article que j'ai consacré à ce problème dans le volume collectif, où j'essaie de rendre compte du fait que Nietzsche se rend attentif à l'idiosyncrasie philosophique, à la complexion physiologique, psychophysiologique, c'est qu'il le dit, de l'historien. Parce que nouvelle objectivité, ça peut n'avoir lieu que si on redéfinit en fait les conditions d'un ethos historien propre à constituer cette objectivité nouvelle. De ce point de vue-là, le questionnement sur les historicités permet de se substituer à la philosophie de l'histoire autant qu'à l'historicisme, puisque l'enjeu, c'est bien une réévaluation des valeurs, et cette réévaluation, elle ne se fait pas dans le champ de l'histoire, enfin, elle se fait aussi dans le champ de l'histoire, mais elle se fait d'abord au sein même de la physiologie de l'historien qui prétend nous parler de l'histoire, les deux étant tout à fait indissociables. Cette conversion de l'éthos est en réalité une reconversion, puisqu'il s'agit de se détourner de l'objectivité telle que l'avait conçue la métaphysique réaliste, et on pourrait penser qu'il s'agit d'un mouvement inverse de la métastrophée platonicienne, en quelque sorte. Puisque Platon avait commencé par nier que la vérité pouvait être établie à partir d'une perspective singulière et que justement le vrai était indépendant de celui qui l'énonce. Et Nietzsche, au contraire, la doctrine du perspectivisme appliquée à l'histoire, elle signifie au contraire qu'il ne saurait y avoir de discours historique indépendant de la forme de vie qu'il incarne et la promeut. Ça implique donc de renoncer aux métaphysiques de l'histoire, voire de troquer l'analyse de l'histoire contre l'analyse d'un substrat beaucoup plus malléable, beaucoup plus vaste, à savoir l'évolution. Mais j'y viendrai en temps utile. L'intérêt dans ce passage de l'histoire à l'évolution, c'est de reconnaître que l'histoire est peut-être le dernier bastion de la métaphysique. Donc il faut faire un pas de côté vers l'évolution pour reconquérir l'histoire. C'est ce que fera la généalogie de la morale. On reconquiert l'histoire, la Weltgeschichte, mais grâce aux acquis de la Vorgeschichte, la préhistoire, telle que Darwin, tel que l'évolutionnisme du Xe siècle l'a établi. C'est d'autre part une objectivité nouvelle du point de vue de la constitution de l'objet historique, dans le sens où Nietzsche ne s'intéresse plus tant aux faits, aux phénomènes ou aux événements même, qu'aux valeurs. L'histoire nietzschéenne est une histoire des valeurs. Ce qui signifie que ce qui intéresse Nietzsche, c'est le foyer d'interprétation qui sécrète ces valeurs. Et là encore, il est remarquable que cette nouvelle objectivité axiologique est entièrement tributaire de la physiologie de l'historien. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, il faut bien prendre conscience du fait qu'il ne suffit pas de proclamer la conversion de l'éthos historien pour accomplir effectivement cette réévaluation des valeurs. Cette tâche, c'est l'œuvre d'une vie. Et c'est par un effort d'arrachement perpétuel que Nietzsche prétend échapper aux ombres de Dieu qui n'en finissent pas de s'étendre, pour ceux qui connaissent un peu Nietzsche. Nietzsche a passé sa vie à diagnostiquer les métastases de la physiologie chrétienne en lui-même. Et l'on comprend de ce point de vue-là pourquoi Philippe Büttgen, dans ce volume, s'attache
à dresser une sorte de portrait du prêtre grâce à la généalogie des prêtres, qui rentre dans l'histoire par effraction. C'est la formule de Philippe Bulgel. Toute cette affaire, finalement, est une sorte de règlement de compte de Nietzsche avec son propre passé. Même si l'auto-analyse, ici, confine à une sorte de gigantomachie où se trouvent convoquées les théogonies les plus improbables, puisque Nietzsche charrie avec lui les millénaires du dressage préhistorique. Autant dire que Nietzsche ne s'est pas fait généalogiste en un jour, par une libre décision de sa volonté, mais sa démarche est congrue avec sa propre critique du libre arbitre, aucun volontarisme ici. Toutes les contributions de cette première section s'attachent à éclairer un aspect de cette objectivité nouvelle telle que je viens d'essayer de la caractériser. Anthony Jensen rappelle quant à lui que c'est au tournant de l'année 1887 que Nietzsche constitue véritablement la généalogie comme objectivité généalogique, mais c'est une objectivité fluctuante, puisque dans la généalogie de la morale, Nietzsche intègre d'une certaine manière son propre statut à l'histoire qu'il raconte, puisqu'il commence la généalogie en effectuant son autogénéalogie, comme s'il fallait commencer à faire l'histoire en commençant par exhiber l'historicité de l'historien qui va nous raconter cette histoire. C'est un geste très fort. Un geste très fort qui ne doit pas masquer néanmoins qu'on ne peut pas faire de datation très positive pour statuer sur le fait que Nietzsche est en possession de sa dernière méthode à un moment précis. Et c'est pour ça que Christophe Scheuringa et Blaise Benoît, chacun à leur manière, ont restitué l'ensemble de cet itinéraire. Christophe Scheuringa, il montre que la généalogie, c'est l'aboutissement et peut-être pas forcément la réalisation en acte, comme si c'était l'antéléchie, mais la réalisation, une des réalisations du programme qui avait été fixé par la philosophie historique. Ce qui est une manière de montrer tout de même que la généalogie, elle a des précédents. Et l'article de Blaise Benoît s'attache, lui, à montrer qu'on pourrait aussi examiner le sens des expressions philosophiques chez Nietzsche et voir que leur connotation axiologique est variable à travers le temps. Lorsqu'il étudie l'expression sens historique chez Nietzsche, Blaise Benoît remarque que la valeur attribuée à cette expression varie selon les dosages à travers l'itinéraire de Nietzsche. Très critique envers le sens historique dans la seconde ligne actuelle, Nietzsche, de plus en plus, tend à réhabiliter le sens historique. Mais c'est parce qu'il l'entend évidemment dans un sens nouveau. J'en viens au deuxième foyer d'interprétation, à savoir la notion d'évolution que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure. Puisqu'il s'agit de séculariser la métaphysique de l'histoire, en la résorbant dans l'historicité plus vaste de la nature en mouvement s'entend évidemment, il faut aborder le problème de l'évolution avant celui de la répétition. Donc j'inverse un petit peu ces deux problèmes par rapport à leur situation dans le volume. Se tourner vers l'évolution, ça veut dire pour Nietzsche conquérir une perspective de longue durée. C'est le point mis en évidence par Emmanuel Salanskis. Il y a deux avantages à cela. D'une part, la durée de la préhistoire permet de se rendre attentif à des processus qui étaient inobservables dans le cadre de la Weltgeschichte de ses prédécesseurs, Burckhardt ou Ranke. Et d'autre part, deuxième avantage, du fait que ces processus s'étendent sur des millénaires, on constate qu'ils ont en réalité une résonance et une consistance beaucoup plus forte, beaucoup plus décisive que les prétendus grands événements de l'histoire universelle. C'est-à-dire que notre physiologie telle qu'elle a été modelée, telle qu'elle a cristallisé dans le temps long de l'évolution, c'est ça qu'il faut prendre pour objet si on veut se libérer de la physiologie créée par la moralité des mœurs, par exemple. De ce point de vue-là, la grande politique de Nietzsche est une tentative d'extirpation physiologique, mais pour s'arracher à la morale chrétienne autant qu'à la moralité des mœurs qui caractérise les sociétés archaïques, il faut faire un travail de longue haleine qui exige une très longue durée. Et donc le diagnostic et la thérapeutique ne sont plus du tout volontaristes. Il ne s'agit pas de faire une révolution. La rhétorique provocante de la révolution chez Nietzsche, ce n'est pas du tout une rhétorique qui implique qu'on se mette à croire qu'on peut se libérer d'un seul coup
de l'ensemble de notre physiologie chrétienne. Ça implique au contraire un élevage zootechnique. D'ailleurs, de ce point de vue-là, en tant qu'il épouse parfois les discours eugénistes de son temps, Nietzsche est bel et bien de son siècle, peut-être intempestivement de son siècle, si vous me passez l'oxymore. C'est que ce 19e siècle européen n'est pas seulement celui de l'histoire, c'est aussi, vous le savez peut-être, celui de l'évolution, et c'est ce qu'aborde Andrea Arzuchi dans son article sur Nietzsche et la biologie au 19e siècle. Il est fait valoir plusieurs choses, mais notamment le fait qu'on assiste au XIXe siècle à un brouillage, à une interdisciplinarité de plus en plus féconde entre les sciences historiques et les sciences naturelles. Et Nietzsche n'assiste pas de façon contemplative en spectateur à cette transformation, mais il en est un acteur de premier plan. Vous savez peut-être également que Nietzsche est préoccupé par le problème de l'évolution depuis qu'il a réfléchi à un projet de thèse de doctorat alors qu'il avait une vingtaine d'années, et que ce projet de doctorat portait sur le concept d'organique depuis Kant. Ce qui veut bien dire que le concept d'organicité est quelque chose qui habite Nietzsche depuis qu'il a découvert la philosophie. Mais alors c'est intéressant parce qu'on dit qu'il l'a découverte avec Schopenhauer, mais en réalité, ces vraies préoccupations relatives au problème de l'évolution, elles viennent non pas de Schopenhauer, comme l'a montré Christian Bonnet dans son article, mais un an après la lecture de Schopenhauer, de la lecture de l'histoire du matérialisme de Lange, où il y a un chapitre, Darwinisme et téléologie, que Nietzsche a souligné, lu et relu, et qu'il trouve profondément passionnant, puisque Lange, il défend des positions qui sont assez polémiques relativement à Darwin. Nietzsche y a pioché des définitions de ce que c'est que l'individualité intégrée du vivant, telles qu'on les trouve chez Virchow ou chez Goethe. Si on se reporte désormais, non pas dans les toutes premières années de constitution des problèmes philosophiques chez Nietzsche, mais à la toute fin de son itinéraire, comme le fait Barbara Stiegler, on voit que symétriquement, en fait, la généalogie de la morale porte à maturité des intuitions qu'il avait déjà portées par devers lui, parce que bon, il était quand même schopenhauerien, mais depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'en s'attachant par exemple au paragraphe 12 de la deuxième dissertation, on pourrait montrer quelle est la consécration de cette interrogation sur l'évolution dans un rapport profondément polémique avec le darwinisme, et le darwinisme en particulier d'Herbert Spencer. Alors c'est très important à deux points de vue, puisque le premier, c'est tout simplement que Nietzsche dit lui-même qu'il s'agit ici d'aborder ce qu'il appelle le point de vue capital de la méthode historique. Et puis, un second point de vue, c'est le lieu où Nietzsche est le plus radical relativement à la caractérisation de la volonté de puissance comme activité. Où il dit, en fait, l'évolutionnisme philosophique de Spencer, tout comme l'évolutionnisme biologique de Darwin, ne se rend pas capable de penser la vie au participe présent, la vie vivante, la vie comme activité, puisqu'ils la réduisent tous deux à une réaction à des pressions extérieures. Du coup, l'adaptation est typiquement la manière dont réagit une vie réactive, c'est un peu pléonastique. Tant et si bien d'ailleurs que Nietzsche va jusqu'à dire il faut vraiment relever d'une mentalité populacière et avoir une idiosynkrasie démocratique pour croire que la vie consiste simplement à s'adapter ou à réagir. Puisque, en fait, ça c'est la vie faible. Et cette vie faible, en fait, c'est une vie qui confine à l'existence de la vie dans le monde inerte, enfin, de la matière inorganique. Si vraiment vous voulez la conservation, vous les darwiniens, revenez au néant, puisque le principe de conservation, c'est que dans le monde physique qu'il existe. La vie, par excellence, c'est ce qui croît, ce qui tend vers l'augmentation de la puissance. Si donc c'est l'activité créatrice qui caractérise la vie, la question se pose de savoir comment une forme de vie active peut vouloir la répétition, si c'est bien de répétition qu'il s'agit dans l'éternel retour. Et je finirai très rapidement en indiquant 2-3 choses pour essayer de résoudre ce problème. Et je ne veux pas couper l'herbe sous le pied à Scarlett Martin qui va vous en parler peut-être dans un instant. La question d'éternel retour, elle n'est jamais que l'extension, la radicalisation
de l'entreprise de la philosophie historique. On était passé de l'histoire à l'évolution, qu'à cela ne tienne. On peut étirer encore le spectre et s'attacher à élaborer une philosophie du devenir qui décrirait le devenir dans sa réalité temporelle étendue à l'échelle des temps cosmiques. Depuis qu'il est petit, il faudrait le démontrer, mais le temps nous manque, Nietzsche est à la recherche d'une expérience de l'éternité au sein même du temps, et pas dans une forme d'extase mystique hors du temps. Raison pour laquelle il se détache progressivement de la métaphysique de l'histoire de Schopenhauer, tout comme d'ailleurs de la typologie, de la morphologie de l'histoire universelle de Burckhardt, puisque Burckhardt est tributaire lui aussi de Schopenhauer. Et avec l'expérience de pensée de l'éternel retour, qui est à la fois une hypothèse et un fait, Nietzsche va entrer en possession vraiment de cette épreuve pour la pensée qui permet de faire l'épreuve vraiment à même le temps de l'éternité. De quelle manière ? A priori, il y a une difficulté centrale, c'est celle que met en évidence en fait Paolo Durio, sans peut-être le vouloir d'ailleurs, puisqu'il tient à établir que l'éternel retour, c'est quelque chose d'objectif. Et c'est l'éternel retour de l'identique. Puisque Nietzsche établit la consistance ontologique de l'éternel retour à partir d'un raisonnement mécaniste, à partir de l'infinité du temps et de la finitude de la quantité de force, il paraît conséquent de soutenir que tous les états de force de la matière ou de l'énergie dans l'univers sont appelés à revenir à l'identique. Mais Scarlett Martin, dans son article, elle me dira si j'en fais une interprétation erronée, invite à revenir sur une interprétation trop positiviste de l'éternel retour qui serait uniquement axée sur l'éternel retour en tant que thèse cosmologique. Puisque l'éternel retour n'a de sens à être une thèse cosmologique qu'en tant qu'il permet une épreuve d'ordre éthique. Pour quelle raison ? Il me semble que c'est parce que l'éternel retour en tant que fait n'est pas la même chose que l'éternel retour en tant que pensée. La pensée de l'éternel retour, c'est bien la volonté de puissance qui prend conscience de sa propre historicité à l'échelle du cosmos. Mais ce faisant, elle n'est plus un fait, mais un effet qui perturbe l'ensemble de la linéarité du temps. Il faudra le démontrer en détail, mais celui qui fait l'épreuve de la pensée de l'éternel retour est touché dans sa substance éthique. L'éternité du retour, qui était celle établie par Paolo Durio en régime mécaniste, le cède ainsi progressivement lors de son incorporation par une volonté de puissance qui pense cet éternel retour, au retour de l'éternité. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une perspective tragique, d'un retour éternellement identique des mêmes formes, on peut passer, en pensant l'éternel retour, à la perspective extatique d'une expérience incessamment réitérée de l'éternité, celle de la pensée, qui ne cesse de différer, en fait, au sens de Deleuze, dans la capacité à se réapproprier sans cesse sa propre histoire. Je vous remercie. Le public a presque le devoir d'intervenir, en tout cas le droit. Eric. Moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire il n'y a pas longtemps. Là. Il y a un point que je ne vois pas bien, mais c'est parce que je ne connais pas très bien. Tu as dit le temps étant infini et les quantités d'énergie et de force étant finies, il y a nécessairement de la répétition. Ouais. Tu peux m'expliquer ça parce qu'en termes de dynamique, c'est pas tout évident. Ah oui, bon. Effectivement, bon, il y a beaucoup de scientifiques qui s'en sont pris à Nietzsche depuis Georg Simmel, ou même de son temps d'ailleurs, parce que en fait, les postulats dont parle Nietzsche sont des postulats philosophiques assez caricaturaux sur la mécanique de la répétition. Si tu veux, c'est un raisonnement stochastique qui consiste à dire on a un temps infini, on a une quantité de force finie qui forment des états, qui impliquent des formations, des formes dans le monde qui sont en quantité finie, dénombrables, et du coup, l'ordre de ces formes est appelé à revenir à l'identique dans l'éternité du temps. Si on en discute d'un point de vue thermodynamique, en critiquant les postulats ontologiques qui supposent ce raisonnement, ça ne tient pas debout, bien sûr, en physique contemporaine.
Mais lui se réfère vraiment à la physique de son temps. Pour ça. Voilà, il s'en réfère à la physique de son temps. Je pensais à Empédocle ou éventuellement aux anciens Grecs, quoi, parce que finalement ça pourrait être une thèse qu'on soutiendrait même dans un contexte qui n'est pas celui de la science du 19e. Effectivement, alors il y a plusieurs antécédents. Il y a des antécédents présocratiques, mais il y a un débat très très vif avec la science thermodynamique de son temps. Nietzsche a lu un certain nombre de travaux de thermodynamique. Paolo Diorio insiste sur le rapport entre Nietzsche et Boltzmann, mais aussi sur la lecture de Eugen Düring, parce que Eugen Düring, c'est une source foisonnante de l'information sur ces questions-là. Mais si tu veux plus de détails, je pense que Scarlett pourra te... Est-ce que je peux... Bien sûr. D'accord. En fait, moi j'ai l'impression... D'accord ? Bien sûr. Ok. Moi j'ai l'impression que Nietzsche part d'une conception grecque du monde. Le monde, c'est un cosmos fini, fermé sur lui-même. C'est pas le monde indéfini, c'est pas l'espace indéfini, c'est pas le monde indéterminé, et puis bon, l'univers, cette conception-là. Et donc, si on pense que le monde, c'est fini, Nietzsche va partir, comme l'a très bien dit Sorosina, de deux postulats. Il n'arrive pas à les démontrer, bon, il ne pourrait même pas le faire, je pense. Le premier, c'est que la force est finie, donc le monde est constitué par un certain nombre de forces. Et ce numéro de forces, ce nombre de forces qui constituent le monde est lui-même fini. Mais le temps n'a pas eu de commencement, n'aura pas de fin. Donc, toutes les configurations des forces, les forces se combinent entre elles. Et puisqu'elles sont finies, elles vont se combiner d'une façon aussi finie, de manière finie, bien évidemment. Donc, il y a un nombre fini de configurations de forces. Et puisque le temps est infini, donc toutes les configurations des forces vont se produire un nombre infini de fois. Et en fait, pendant la deuxième partie du XIXe siècle, je pense qu'il y avait surtout deux courants qui s'occupaient de ces questions-là. Il y avait le courant atomiste, qui était lié plutôt à la pensée positiviste, d'une part, et il y avait, d'autre part, les partisans, les adeptes d'une interprétation énergétique. Et Nietzsche va se mettre à côté des adeptes de l'interprétation énergétique. Et c'est pour ça, donc, qu'il va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ce qui me paraît très intéressant et que Sorosina vient de souligner, c'est que d'une manière générale, les lectures scientifiques de Nietzsche sont beaucoup plus nombreuses que les lectures qu'il a faites en histoire de la philosophie. Enfin, il a lu beaucoup plus des travaux d'ordre scientifique que des travaux philosophiques. La science et la littérature l'intéressaient davantage, disons comme ça. Du coup, s'il n'y a plus de questions là-dessus, peut-être que vous pouvez prendre le relais sur le... Moi, j'en avais fini avec l'exposé, mais... c'est pas encore tout à fait une question parce que j'arrive pas trop à la formuler, mais en fait, pendant tout l'exposé, j'avais un peu Marx qui clignotait dans la tête, quoi. C'est quand même un peu la même époque, donc il y a certainement des liens, quoi. Mais par exemple, sur l'histoire de l'ancrage axiologique du discours scientifique, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin de Kautsky qui s'appelle Les trois sources du marxisme, et où il montre en fait que c'est un peu par la découverte des antagonismes sociaux que en fait, on va pouvoir continuer à faire progresser la science, parce que si on reste du point de vue un peu de l'idéalisme bourgeois, alors on ne va pas pouvoir comprendre quels sont les ressorts de la société, et donc du coup, Kautsky appelle même un peu une science prolétarienne, quoi. Première chose pour l'ancrage axiologique du discours et une objectivité, mais du coup, n'est pas impersonnelle parce que la position dans la société a vraiment une importance, quoi. Un autre truc sur la reconquête de l'histoire par la préhistoire, ça c'est aussi clairement quelque chose que Marx a fait, quoi, parce que c'est vraiment grâce aux avancées scientifiques
Plus Engels d'ailleurs, à mon avis. Oui, le bouquin, voilà, Marx et Engels qui travaillent ensemble, mais effectivement le bouquin d'Engels sur l'origine, la propriété, la famille, les familles et l'État. Et un dernier truc, je sais pas, quand Nietzsche a lu un bouquin qui s'appelle L'histoire du matérialisme, ça je savais pas, je ne connais pas quelle est la teneur de ce bouquin, quoi. Mais du coup, je sais pas, ma question serait un peu quel est le rapport, est-ce qu'il y a un rapport est-ce qu'il y a un matérialisme nietzschéen, quel est le rapport entre le matérialisme historique de Marx et Nietzsche, chose comme ça. Ça fait 3 questions assez costaudes. Alors, sur le rapport entre Nietzsche et Marx, donc, étonnamment, ou pas étonnamment, je ne sais pas, il est peu probable que Nietzsche ait lu Marx. Thomas Breuer a écrit des choses sur Nietzsche et Marx, parce que bon, le nom de Marx apparaît dans de nombreux livres de la bibliothèque de Nietzsche, mais il me semble, vu la teneur des textes de Nietzsche, qu'il ignore tout du marxisme. Puisque, en fait, socialisme et communisme, on a l'impression que c'est un peu des termes interchangeables sur sa plume. Néanmoins, ça n'empêche pas, effectivement, d'essayer de mener la comparaison jusqu'où on peut. Sur la science prolétarienne, alors, je ne pourrais pas te répondre directement, puisqu'il faudrait vraiment que je lise le texte que tu évoques. Cela dit, il me semble qu'on peut essayer de voir qu'il y a une divergence fondamentale dans la conception des processus historiques chez Marx et Nietzsche, quand on regarde leur conception de la lutte. Puisque l'intensification de la lutte ou la dramatisation de la lutte chez Marx, elle a quand même pour viser l'abolition de la lutte. Puisqu'à un moment donné où en fait, on intensifie la lutte, puisqu'on dramatise en fait un processus historique qui doit mener au renversement des rapports de domination. Et c'est d'ailleurs le reproche que fait Nietzsche à tous les messianismes philosophiques, puisque c'est des philosophies de l'histoire qui reposent sur une eschatologie finalement. Donc de ce point de vue-là, voilà, peut-être que la césure elle est à faire ici. Ton deuxième point, rappelle-moi, pardon, c'était... En fait, j'ai suivi le truc que tu avais fait sur j'ai dit première chose, ancrage axiologique du discours. Deuxième truc, ah oui, pardon, intégration de l'origine de la famille, etc. Ouais. Alors là, on voit bien que c'est les enfants de leur temps, Nietzsche, Marx et Engels, puisqu'ils se réfèrent en fait aux travaux préhistoriques de l'évolutionnisme anthropologique de l'époque, tels qu'ils avaient commencé à essaimer à partir de la fin des années 1860. Alors pour Engels, c'est Lewis Morgan, et pour Nietzsche, c'est des types qui ont moins survécu, c'est John Lubbock et Edward Tyler. Bon, Tyler est un peu plus connu, c'est le pionnier de l'anthropologie. Mais les uns comme les autres, en fait, invitent justement à rappeler l'histoire à son substrat évolutif, effectivement. Parfois, d'ailleurs, en convoquant des concepts un petit peu frauduleux du point de vue philosophique, comme le concept de survivance, chez Tyler, qui est un concept qui sert à expliquer une pratique culturelle d'un point de vue évolutionniste comme la survivance organique, exactement comme on pourrait, d'un point de vue darwinien, expliquer le coccyx comme une survivance d'une ancienne queue. Donc il y a un rapport d'analogie qui est fait entre les processus historiques et les processus naturels qui vient de ce discours un peu mixte et de cette fusion qu'avait évoqué André Orzucci dans son article entre les sciences historiques et les sciences de la nature. Ça se fait vraiment au tournant des années 1860. Et de ce point de vue-là, il est clair qu'il y a vraiment une convergence des intérêts de Nietzsche et Marx Engels là-dessus. Parce que d'ailleurs, Engels lit L'origine des espèces dès sa sortie. Il écrit tout de suite à Marx pour lui dire « c'est génial, il faut que tu le lises ». Et Marx lui dit effectivement, nous avons là, je crois que la formule dans la lettre à Engels de 1860, c'est nous avons là le fondement naturel de la théorie de la lutte des classes. Là, on va pas faire plus clair. Et le dernier point, le rapport de Nietzsche au matérialisme historique. Je saurais dire, cela dit, le rapport de Nietzsche au matérialisme, c'est un matérialisme méthodologique, dans le sens où il faut revenir au substrat matériel, c'est-à-dire à l'évolution, à la physiologie, mais Nietzsche, il n'est pas réductionniste, c'est pas un matérialiste rigide qui croit qu'il existe de la matière. Simplement, en fait, il en fait une interprétation axiologique, puisque la matière, c'est des processus d'interprétation, puisque finalement, c'est de la volonté de puissance. Donc, on a bien une antécédence de la matière sur toutes les idéalités qui viennent
essaimer à partir de ce matériau. Mais ce matériau, ce n'est pas de la matière au sens où ce serait positif et factuel. Il n'y a pas de fait. Mais il y a un foyer d'interprétation originaire qu'il appelle la volonté de puissance et qui reste quelque chose de relativement hypothétique, mais qui n'a de valeur que celle qu'on peut vérifier grâce à sa fécondité heuristique. Juste un mot pour revenir sur votre première question. Ce qui est effectivement frappant sur le rapport de Nietzsche à Marx, et j'avais posé la question à Marc Delaunay qui m'avait dit lui aussi que, selon toute vraisemblance, Nietzsche n'a jamais lu une ligne de Marx. Et comme Arnaud l'a dit, on comprend bien que ça ne l'est pas intéressé, puisque pour lui, c'est vrai que communiste, socialiste, voire anarchiste, tout ça, c'est pareil. Ce sont des formes de nihilisme politique. Mais ce qui est très étonnant et qui, je pense, devrait inciter à s'aventurer plus loin dans la réponse à votre question, c'est que d'un côté, il n'y a pas d'auteur politiquement plus opposé que Nietzsche et Marx. Ce sont vraiment... Nietzsche ne peut qu'éprouver une aversion viscérale, immédiate, pour tout ce que politiquement représente Marx. Et ça a été vrai de 1870, la Commune, jusqu'à la fin. Sur ce plan-là, il me semble que tous les gens qui veulent absolument faire de Nietzsche un démocrate, etc., c'est pas possible. Hein. Mais, en même temps qu'il y a cet éloignement, il y a probablement, non pas une identité, mais une analogie à mettre en place. Et il me semble que là, les deux concepts fondamentaux qu'il faudrait faire jouer, ce sont ceux d'idéologie et de valeur. Idéologie et valeur parce que on a là des constructions qui sont certainement distinctes, mais qui mériteraient, alors je ne sais pas si ça a été fait, qui mériteraient d'être soigneusement comparées. Et cette ambivalence, à la fois le fait que ce soit deux auteurs très éloignés et très proches à certains égards. On le voit très bien quand on parle de science prolétarienne. Parce que qu'est-ce que dit Nietzsche quand il critique l'adaptation darwinienne? Il dit précisément que c'est une science plébéienne. C'est la mentalité plébéienne, ce sont les valeurs du peuple, de la populace, qui pénètrent la science et qui font qu'on pense la vie en termes passifs d'adaptation. Mais cette pénétration, et c'est un thème sur lequel Nietzsche revient à de nombreuses reprises, la façon dont les valeurs, mais les valeurs elles sont aristocratiques ou elles sont plébéiennes, dont les valeurs pénètre le discours scientifique. Et là, il y a ce que la science prolétarienne, pour lui, c'est la science plébéienne. Hein, c'est à la fois totalement différent, puisque c'est critique. Pour lui, une science prolétarienne, c'est abominable, c'est une science plébéienne. C'est la mentalité de la populace qui s'est emparée du discours scientifique. Et d'un autre côté, on pourrait dire que les deux discours sont très proches, puisque dans les deux cas, il y a cette idée que quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la science, de l'idéologie, des valeurs, s'infiltre dans le discours scientifique et se l'approprie et le déforme, etc. Donc je pense que la comparaison mériterait d'être faite au-delà de ce qui avait pu être dit de manière un peu incantatoire peut-être dans les années 60 quand on avait le fameux triptyque Nietzsche, Marx et Foucault, qu'on parlait d'interprétation. Il y a vraiment une comparaison à faire, en gardant toujours présent à l'esprit l'éloignement maximal des deux auteurs sur le plan politique. En plus, ça pose un problème. Et qui explique, je termine juste là-dessus, et qui explique le fait que les marxistes s'intéressent en général très peu à Nietzsche et que les Nietzschéens ne lisent pas Marx. Il y a très peu de communication entre les deux. Parce qu'il y a une telle aversion épidermique sur le plan politique que chacun des deux camps se dit bon, c'est pas la peine de lire l'autre. Mais c'est une erreur. En ce qui concerne leur projet philosophique, je dirais, bon, ça il faudrait creuser là-dedans, bien sûr. Mais en ce qui concerne le projet philosophique de Nietzsche et celui de Marx, bon, ce sont deux philosophes qui pensent tout de même à l'avenir, d'une certaine manière. C'est-à-dire, Nietzsche propose la transvaluation de toutes les valeurs et Marx, de son côté, a vu une autre société. Et par contre, je pense que les points de départ sont complètement différents aussi. C'est-à-dire, tandis que Nietzsche revient en arrière, par exemple, il revient au courant de pensée néo-helléniste, je pense à Goethe, à Schiller, etc. Donc, il part du passé, pour ainsi dire, pour penser l'avenir. Marx, il part du présent, précisément, pour penser l'avenir. Grosso modo, enfin, en toute vitesse. Hein.
Et puis les points d'appui sont complètement différents, puisque Nietzsche, c'est un philologue imbibé de philosophie grecque. Marx, enfin, je sais bien qu'il s'intéressait à Épicure pour commencer, mais enfin, la philosophie grecque n'était certainement pas sa préoccupation principale. Et le souci, ce qui est quand même très important pour Marx, c'est l'économie. Bon, Nietzsche, quand il parle d'économie, c'est un discours très, très médiatisé, c'est très loin. Aucune idée, oui. Scarlett, est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses à ce que nous avions dit les uns et les autres? Non, je ne pense pas. Bon, alors, la parole revient au public. Monsieur Brossard, la parole est à vous. J'ai une question qui revient un peu sur la question de la thermodynamique. Vous avez parlé, à un moment, vous avez utilisé l'expression de l'idée que la vie comme volonté de puissance venait interrompre en quelque sorte la linéarité morte dans physique, etc. Comment est-ce qu'on peut concilier cette thèse avec ce qui semble affirmé notamment par l'article de Paolo Diorio que vous avez cité, qui semble affirmer presque le contraire? Il écrit, je crois, que qu'il y a des espèces d'îlots de cosmos au sein du chaos de la matière physique. Alors que si je regarde ce principe de la volonté de puissance, ça serait l'inverse. La force vitale de la volonté de puissance serait un chaos destructeur, un ordre mort de l'ordre matériel. Ou autrement dit, comment est-ce qu'on concilie le point de vue empathique du plateau de la distance avec l'objectivité ou le fait de l'éternel retour comme focale large, on va dire, qui donne une assise ontologique à la conception nietzschéenne de l'histoire. Alors je vais essayer de te répondre rapidement et peut-être me défausser ensuite sur Madame Marton qui saura peut-être te répondre sur ce point, c'est-à-dire la conciliation entre impératif éthique et thèse cosmologique. Mais je vais te dire ce que la manière dont moi je l'ai envisagé dans ma thèse de doctorat, puisque j'entretiens une relation un peu polémique avec l'interprétation de Paolo Diorio, où là-dessus on est en désaccord. C'est-à-dire que Paolo Diorio, en se fondant sur le manuscrit M3.1 de 1881, fait une interprétation vraiment objectiviste du discours de Nietzsche. Il pense que Nietzsche a voulu établir sur un plan physique la réalité effective du retour à l'identique des mêmes forces. C'est très complexe, mais il me semble qu'en fait, il y a deux régimes de fonctionnement de l'éternel retour. Il y en a un qui est l'éternel retour comme approfondissement du nihilisme. C'est-à-dire que, en poussant jusqu'au bout la logique mécaniste, on pourrait dire, à partir de ces principes, puisque à tout prendre, vous voulez considérer le monde comme un ensemble de forces inertes, qu'à cela ne tienne, regardez ce qu'il en coûte, l'éternel retour de l'identique. Et lorsque le démon vient souffler à votre oreille que tout va revenir à l'identique et que vous pouvez avoir deux attitudes, ou bien vous tordre de douleur, ou bien vous réjouir, la première, et c'est l'attitude normale, c'est celle de Zarathustra d'abord quand il arrache la tête du serpent, c'est la souffrance. C'est tragique de savoir que tout va revenir à l'identique. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on approfondit une sémiotique qui est une sémiotique inerte. Je crois, et je suis convaincu, mais bon, ça n'engage que moi finalement, que ce genre de discours, c'est un jeu de langage que joue Nietzsche pour jouer le langage de la science, en disant, si on joue le jeu de langage de la science avec un monde parfaitement inerte jusqu'au bout, voilà la conséquence, l'éternel retour de l'identique. Alors que dans le paragraphe 36 de Par-delà bien et mal, Nietzsche dit, mais pourquoi ne pas étendre de façon beaucoup plus économique d'ailleurs la volonté de puissance jusqu'au monde inorganique? Ce qui veut bien dire que ça entre en contradiction avec sa thèse selon laquelle il n'y aurait que des forces inertes, ou des énergies, mais en fait une énergie, c'est pas vraiment de la volonté de puissance. Et quand il fait ça, Nietzsche, il suppose au contraire que l'éternel retour, ça ne peut être que l'éternel retour de l'activité incessamment différentielle de la montée de puissance qui ne cesse de s'accaparer les processus historiques, ou temporels, ou énergétiques, si on veut, pulsionnels, de ce qui précède. Et là, on n'est plus dans l'approfondissement du nihilisme, qui était la première voie, on est dans le surmontement, l'autodépassement du nihilisme.
Et c'est en ce sens qu'on arrive dans une conception pathologique de la réalité temporelle, ou pathique, pathétique. On pourrait dire que je m'étais risqué, mais je crois que j'ai enlevé le terme finalement, à dire que la volonté de puissance, c'est la manière dont s'auto-affecte, au sens de Michel Henry, la pulsionalité du monde, les pulsations du monde, à chaque moment de sa progression vers une intensification de puissance. Et c'est cette auto-affection qui fait que, en fait, la volonté de puissance, elle fait sans cesse retour sur elle-même. C'est ça le retour éternel, mais c'est un retour de l'éternité, mais c'est plus l'éternité du retour à l'identique. Je ne sais pas si je suis très clair, parce que c'est extrêmement complexe, et je ne suis pas sûr que chez Nietzsche, il y ait une vraie solution qui se dessine. On en est... moi, je prendrai une autre voie, en fait. On va donner la parole à Scarlett. Moi, je veux dire juste très en un mot que toutes ces histoires me paraissent beaucoup plus simples si on se dit ce qui me paraît de l'ordre de l'évidence, que la signification de l'éternel retour, c'est avant tout une signification anti-chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un chrétien? C'est-à-dire pour quelqu'un qui est persuadé que la vie est une vallée de larmes et qu'il y a un autre monde, qu'il y a une autre vie. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un chrétien? C'est de lui dire que cette vie, il va la revivre indéfiniment. Et c'est pour ça que le fameux paragraphe du Gai Savoir se présente sous la forme d'une épreuve qui doit démarquer ceux pour qui cette perspective est un cauchemar absolu. Pour le chrétien, c'est un cauchemar absolu. Mais il ne faut pas oublier que les scientifiques que prend à partie Nietzsche, c'est les chrétiens séculiers. Et en revanche, être capable de vouloir que le présent revienne indéfiniment, alors là, c'est véritablement ne plus être chrétien du tout. Et je dois dire qu'en ce qui me concerne, et ceci n'engage absolument que moi, et j'ai la plus grande estime pour la science de Paolo Diorio, qui arrive à parler très clairement de textes incompréhensibles, mais je dois dire que franchement, quelle que soit la réalité des lectures scientifiques de Nietzsche, il a lu ces textes, je n'arrive absolument pas à admettre qu'il ait pu prendre ça vraiment au sérieux. Enfin, c'est un problème de morale, l'éternel retour, me semble-t-il. Mais il y a quelqu'un qui connaît ça très bien, c'est Scarlett, donc je lui laisse me montrer à quel point j'ai tort. Ben non. Oui, en effet, c'est là le grand défi. C'est-à-dire cette situation que nous sommes en train de vivre ici et maintenant, elle va revenir un nombre infini de fois. Et ça dépend. Et en fait, toutes les fois, ce sera précisément le 8 novembre 2017 à 19h. Et donc, je voudrais apporter par là une autre dimension de la pensée de l'éternel retour du même. C'est qu'il y a une conception de temps, une conception d'histoire, qui sont imbriquées dans la pensée de l'éternel retour du même, qu'il faudrait tout de même essayer d'élucider. En ce qui concerne la conception de temps, il ne s'agit pas tout simplement d'un temps cyclique, mais il s'agit, et là j'en viens à Karl Löwith, il s'agit en fait d'une conception de sempiternitas et pas une conception d'éternitas. C'est-à-dire, ce n'est pas l'éternité chrétienne, ce n'est pas cette idée qui est là, mais c'est l'idée que le temps lui-même, il est constitué par ces jeux de forces. Ce sont des forces qui sont en train d'agir et réagir, agir et réagir les unes par rapport aux autres et qui constituent les temps. Et qui constituent également l'espace. Tout revient aux forces. Ça, c'est une première chose. Et puis bon, il y a aussi une dimension, pour ainsi dire, historique, ou plutôt supra-historique, qui serait liée à la pensée de l'éternel retour du même. C'est que ce qui revient ne sont pas des événements particuliers. Ce qui revient, en fait, c'est la grande année du devenir. Ce sont des cycles cosmiques. Bien sûr, ça va nous poser des problèmes. Comment c'est possible, par exemple, que Nietzsche puisse avoir le projet de transvaluation de toutes les valeurs, où il voulait précisément, avec ces projets-là, donner
donner quoi, faire en sorte qu'il y ait une transformation de la civilisation occidentale. Comment est-ce possible de concilier le projet de la transvaluation de toutes les valeurs avec cette idée, avec cette pensée de l'éternel retour du même? Ça, c'est un des problèmes. Je pense qu'il y en a d'autres. Par exemple, comment est-ce que serait possible de concilier les stricts déterminismes de la pensée de l'éternel retour du même, parce que toutes les situations doivent revenir un nombre infini de fois telles quelles, avec l'exhortation éthique. Comment faire, comment faire pour concilier, c'est ça. Comment faire pour concilier la version cosmologique, l'éternel retour du même, et l'exhortation éthique de cette pensée? Je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs qu'on peut trouver dans le cadre de la pensée nietzschéenne. Mais bon, avant tout, j'aimerais remercier très chaleureusement tout d'abord Bertrand Binoche de m'avoir invité à participer à ce colloque, et à Bertrand Binoche et Arnaud Sorosina de m'accueillir ici dans cette salle avec vous, et de m'avoir aussi accueilli dans les volumes qu'ils ont organisés. Vous avez pu constater, en fait, après les mots qui ont été dits précédemment, qu'il s'agit d'un volume novateur, d'une part, et d'autre part, très riche. La richesse, ça se voit ici d'ailleurs, pendant nos discussions, nos dialogues. La richesse des points de vue, la richesse des problèmes qui sont présents dans ces livres. Et là, j'aimerais commencer par reprendre les 2 points que Bertrand Binoche a signalés ici, au moment où il a fait la première présentation du livre, en fait, et qu'il a avec justesse aussi signalé dans la préface au livre. C'est-à-dire tout en reprenant une partie de l'histoire de la réception de la pensée de Nietzsche en France, bien sûr dans les années 60-70, c'était le Nietzsche des pensées rebelles, Deleuze, Foucault, d'une certaine manière Derrida. Et c'était le Nietzsche qui était pris comme une boîte à outils, en fait, pour penser l'actualité. Après, à partir des années 90, je dirais, 86 précisément, mais surtout un peu plus tard, quelques années plus tard, il y a eu cette académisation de Nietzsche, et donc c'est comme l'histoire, et je suis persuadée quand je pense aux événements historiques d'une manière générale, c'est comme si l'histoire, elle obéissait à une sorte de mouvement pendulaire. Et le caractère novateur de ces livres réside avant tout dans le fait qu'ils proposent des problèmes. Et là, je me demande précisément en quoi ça consiste la réflexion philosophique, si ce n'est que soulever des problèmes et pas donner des solutions, n'est-ce pas? Là, nous essayons de donner des solutions aux problèmes qu'on trouve dans les corpus nietzschéens, voilà. Mais de toute façon, c'est aussi une façon de soulever les problèmes qu'on peut trouver chez Nietzsche, dans la pensée nietzschéenne. Et ça, bon, voilà, ça nous permet en fait de nous lancer et d'effacer des nouveaux défis, des nouvelles interprétations de la pensée nietzschéenne, de découvrir chez Nietzsche d'autres cheminements possibles, d'autres démarches possibles. Et c'est pour ça que je tiens à remercier une fois de plus d'avoir été associé à ces projets et d'être là-dedans. Mais tu sais que c'est nous qui te sommes reconnaissants parce que, bon là aujourd'hui, Arnaud est arrivé de Grenoble. C'est un peu loin, mais tu arrives de Sao Paulo. Sao Paulo, c'est quand même... C'est un peu plus loin, j'ai l'impression. Ça fait beaucoup plus loin. Pas tant que ça. Et c'est pas la première fois, en fait. J'avais déjà fait ces chemins-là, par exemple, pour participer au... Et ça fait la deuxième fois que tu nous retrouves et nous t'en sommes vraiment reconnaissants.
Merci. Question à l'aimable public. Alors, j'aimerais parler, enfin, si ça, Bien sûr. si ça vous dit, de l'éternel retour du même. Ah bah oui. Mais je ne sais pas, Tout le monde peut-être aimerait qu'on est savoir en à quoi train, s'en tenir. on est en train, ben voilà, je ne sais pas, bon, je vais essayer d'aller un peu vite. Hein. En fait, la pensée, c'est bien ça, parce que je ne sais pas combien de temps je pourrais avoir, en fait, je ne sais pas. Madame Tréguier, vous souhaitez que nous nous arrêtions quand? Vous pouvez parler encore une demi-heure si vous avez... Ah bon, bon, non, je vais pas vous imposer cette corvée, en fait, une demi-heure. Bon, je vais essayer d'aller plus vite, beaucoup plus vite. Pour revenir, par exemple, au concept de volonté de puissance, je commence par là. J'ai l'impression que Nietzsche, il introduit dans son œuvre le concept de volonté de puissance, dans l'œuvre publiée, en fait, dans la première partie dont il parlait Zarathustra, le discours intitulé « Des mille et un but ». Je pense que c'est là. Après, il va reprendre cette idée dans la deuxième partie dont il parlait Zarathustra, et d'une façon beaucoup plus claire dans le discours de la domination de soi, sur soi. Je pense que c'est ça la traduction des Gandiac. Bon, en tout cas. Et là, bon, après, entre 83 et 85 précisément, Nietzsche, il est en train d'essayer de trouver une solution à un des problèmes qui était posé par la science de son époque. Comment ça se fait le passage de la matière inorganique, de la matière donc à la vie? Comment ça se fait ces passages? Comment est-ce qu'on passe de l'inorganique à l'organique? Et c'est là qu'il essaye, enfin, d'élaborer sa théorie des forces. En fait, en 85, si on suit par exemple toute sa correspondance et aussi les annotations posthumes de cette période, on va retrouver ces concepts, cette notion plutôt, la notion des forces. Et la notion des forces, avec cette notion, en fait, Nietzsche va récupérer tout ce qu'il avait dit jusqu'à ce moment-là sur la volonté de puissance. C'est-à-dire la notion des forces, tout aussi bien que la volonté de puissance, ne peut pas être encadrée dans les paramètres de la causalité. Enfin, il ne s'agit pas, n'a rien à voir avec aucune intentionnalité, échappe à toutes sortes d'anthropomorphismes, etc. Okay. À partir de ce moment-là, Nietzsche pourrait très bien abandonner la notion de volonté de puissance, puisque tout ce qu'il avait dit jusqu'à ce moment sur la volonté de puissance est basé sur la notion de force. Et pourtant, il conserve la notion de volonté de puissance. Et bon, et à mon avis, moi j'ai l'impression que la volonté de puissance devient en fait, à partir de 85, l'explicitation même du caractère intrinsèque de la force. La force, enfin, elle veut aller jusqu'à sa limite, toujours dans le cadre d'un jeu de forces, et des forces qui agissent et qui réagissent les unes par rapport aux autres. C'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas suivre l'interprétation de Deleuze qui parle des forces actives et des forces réactives. Toutes les forces sont actives et réactives en même temps, parce qu'il y a tout un jeu de forces. Voilà. Bon, pour revenir donc à la pensée de l'éternel retour du même, bon, nous avons déjà parlé bien évidemment de cette relation entre la pensée de l'éternel retour du même, et je préfère ce mot-là, même, à l'identique, parce que, enfin, l'identique, ça nous ramène tout de même, ça nous renvoie tout de même à l'idée d'identité, et donc j'aimerais me partager de cette idée-là, m'éloigner de cette idée. Et puis bon, voilà, nous avons déjà parlé de la relation entre le concept de volonté de puissance et maintenant la notion de force, et puis la pensée de l'éternel retour du même, mais il y a les autres aspects de cette pensée qu'il faudrait tout de même explorer un peu plus. Et donc, cette pensée apparaît pour la première fois dans l'œuvre publiée, dans le paragraphe 341 du Gai Savoir.
Et là, il y a 2 points intéressants. Tout d'abord, c'est une formulation hypothétique, ici un jour ou une nuit, un démon, etc. Et puis bon, ce n'est pas en tant que thèse, c'est en tant qu'une hypothèse. Et puis bon, c'est une exhortation éthique. Est-ce que vous seriez capable finalement d'affirmer cette vie telle qu'elle est un nombre infini de fois? Qu'elle revienne un nombre infini de fois. Et c'est précisément ce que Binoche était en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est absolument épouvantable pour un chrétien. Mais ça peut être également épouvantable pour nous tous, en fait, hein, parce que ça exige, ça réclame de chacun de nous, en fait, d'adopter une façon déterminée d'envisager la vie. Une façon que Nietzsche nous donne une clé, peut-être, avec l'idée d'amour fati. Et je pense qu'avec l'idée d'amour fati, on arrive tout de même à trouver peut-être une voie pour essayer de concilier ou de trouver une solution, au moins en partie, pour ces problèmes de la conciliation entre ce que je disais tout à l'heure, les stricts déterminismes de la version cosmologique de la pensée de l'éternel retour, et d'autre part l'exhortation éthique qu'elle nous présente. Parce que finalement, il ne s'agit pas exactement d'un déterminisme. L'amor fati, bon, les fatalismes chez Nietzsche, ce n'est pas le fatalisme de la religion chrétienne, bien évidemment. C'est tout le contraire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, entre parenthèses et en toute vitesse, quand on pense à ce dialogue incessant de Nietzsche avec la religion chrétienne, voilà, c'est une clé de lecture qui n'est pas négligeable, comme Binoche l'a bien souligné tout à l'heure, en fait. La notion du temps, bon, sempiternitas et pas eternitas, etc. Et puis bon, là également, parce que c'est pas le fatalisme, c'est une sorte, j'aime pas beaucoup ces mots-là, mais je vais l'employer pour aller vraiment vite, c'est une sorte de holisme, dans le sens où Nietzsche va essayer de dépasser complètement la dichotomie entre liberté et déterminisme. D'ailleurs, moi je pense, peut-être que je me trompe complètement, mais ça fait déjà un certain temps, enfin un moment, que j'ai entrepris cette voie-là. Moi j'ai l'impression que c'est pas possible de lire Nietzsche avec les lunettes, pour ainsi dire, de la modernité. Nietzsche est vraiment très loin de la philosophie moderne. Son entreprise philosophique consiste précisément à reprendre, d'une certaine manière, la philosophie présocratique. Donc cette séparation qui a été inaugurée par Socrate, et puis bon, etc., et que cette séparation qui a trouvé son moment majeur, pour ainsi dire, avec la modernité, la séparation entre l'homme et le monde, ne se retrouve pas chez Nietzsche. Parce que l'homme, il est vu comme faisant partie du monde et appartenant aussi au monde. Donc, n'importe quel geste que je puisse faire, ça va d'une certaine manière apporter une transformation d'un tout, dans la totalité. Il se peut que par cette voie-là, on puisse trouver une solution pour cette question, pour ces problèmes de la relation entre la version cosmologique et l'exhortation éthique de la pensée de l'éternel retour du même. De toute façon, je voudrais tout simplement insister sur ce dernier point. Moi, je pense que la pensée de l'éternel retour du même n'est pas quelque chose qui se trouve à part dans la pensée nietzschienne en tant qu'un tout. Enfin,
en fait, cette pensée, elle fait partie de son projet philosophique. Effectivement. Et ces projets philosophiques qui, d'une certaine manière, en fait, consistent à dépasser la modernité et à entreprendre le retour à la philosophie présocratique. Bon, moi, j'aimerais m'arrêter là. Ah, mais tu es une femme libre. Tu t'arrêtes quand tu veux. Non, je pense que là, puisqu'il s'agit de l'éternel retour du même, je pense que je vais m'arrêter là, précisément parce que cette situation va revenir un nombre infini de fois. Donc, voilà. Moi, j'ai une question sur le... Vous avez dit que la philosophie de Nietzsche était aussi une philosophie de l'avenir, qui du coup veut transformer, j'ai l'impression que c'est un peu transformer, pas simplement les idées, évidemment, mais les configurations aussi physiologiques de l'homme, quoi. Et en fait, du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans le fait de vouloir s'appuyer sur les présocratiques, étant donné que des présocratiques à Nietzsche, il y a eu tellement de nouvelles allusions qui sont venues façonner l'homme que ce serait plus facile peut-être de partir du matériau déjà existant pour le transformer, première chose. Et deuxième chose, c'est cette transformation en fait, comment est-ce qu'il imagine pouvoir l'étendre à l'ensemble de la société? C'est-à-dire Nietzsche en tant qu'individu isolé qui se veut baptiseur de civilisation en quelque sorte, sur quelle force est-ce qu'il compte s'appuyer pour faire émerger la nouvelle forme humaine qu'il appelle de sa Je vous remercie de vos deux questions. En fait, en ce qui concerne la première question, c'est une façon de concevoir l'être humain, de concevoir le monde lui-même. C'est-à-dire, l'idée c'est, puisque chez les présocratiques, il n'y avait pas toutes les dichotomies qu'on va retrouver pendant la période moderne, reprenons cette façon de penser. Parce que là, comme ça, on va combattre tout d'abord l'anthropocentrisme. Ça, c'est déjà une première chose. Et de cette manière, précisément, on va avoir toute une autre conception et de l'être humain et du monde, et surtout la relation entre l'être humain et le monde lui-même. Voilà. L'être humain, il est entièrement intégré dans le monde. Il n'est pas en dehors du monde. Il ne peut pas juger le monde. Gai-Savoir 346, par exemple. Il ne peut pas mettre le monde sur une balance et le juger. Il fait partie du monde. Il ne peut pas juger la vie non plus. C'est le même raisonnement qu'on a trouvé. Bon, en ce qui concerne votre deuxième question, je suis absolument désolée, je pense que Nietzsche ne s'intéresse absolument pas à la société. Il peut s'intéresser à la civilisation, à la culture, etc. Mais la société, bah, non. Je suis désolée. Je pense que c'est une question... c'est une question matérialiste que vous posez, au sens de Marx. Oui, absolument. Et donc, si vous la posez à Nietzsche, il n'y a pas de... À mon sens, d'ailleurs, les textes sur la grande politique, etc., sont des textes qui restent toujours assez flous. Et la question à proprement parler des moyens de transformation est une question qui ne se pose pas. Il ne pose pas, il ne se pose pas. Il y a l'idée qu'on retrouve régulièrement à la fin que lui coupe l'histoire en deux, qu'il parvient à effectuer une sorte de geste philosophique tel que sur une durée très longue, il faut raisonner sur des millénaires, sur une durée très longue, on peut, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on peut raisonnablement espérer que ça produise ses effets, mais il n'y a absolument aucune réflexion sur les relais sociaux qui pourraient mettre en œuvre ça, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est vrai que le Nietzsche frénétique des dernières années, il y a une frénésie dans comment on pourrait accélérer ou catalyser cette rupture, mais c'est un Nietzsche qui n'est plus en possession de tous ses moyens, d'ailleurs, c'est jamais des textes publiés. Et puis catalyse, qui est-ce qui va me lire? Il faut qu'on me traduise. Il est extraordinaire. Moi, je ne suis pas choqué, ma voisine. Je pense qu'il est, du point de vue qui est sans doute le vôtre, extraordinairement idéaliste. Hein. Les valeurs, il faut qu'elles pénètrent, et en pénétrant, elles vont changer les choses. Et juste, enfin,
voilà, l'antéchrist. Ben, une fois de plus, le christianisme, je reviens toujours là-dedans, là-dessus. L'antéchrist. Il y a la loi contre le christianisme, et bon, c'est le moment d'un nouveau calendrier, en fait. D'où l'idée de couper l'histoire en deux. C'est ça qui revient beaucoup. Et c'est pas, je pense que c'est, pour le dire en des termes très scolaires, mais qui ont, je pense, une part de vérité, c'est quelqu'un qui se soucie au plus haut point de morale, qui a complètement réinventé même le concept de morale, etc. Mais si on y cherche un penseur politique, je pense qu'on ne trouvera pas grand-chose. Mais je pense qu'on ne trouvera pas non plus des normes de conduite. En ce sens-là, non. C'est vrai que les valeurs, on a l'impression que chez Nietzsche, elles circulent de façon épidémiologique, comme par intussusception. Et que c'est la puissance du discours, quoi, ou bien votre forme de vie, elle se rend capable de s'approprier comme la volonté. C'est pour ça que c'est tellement important qu'il soit traduit. Ça le tracasse énormément dans les dernières années, qu'on puisse le lire en d'autres langues, ça c'est très très important. C'est la seule réponse à votre question. Elle est très décevante, mais c'est la seule réponse. C'est l'idée d'incorporation. D'une certaine manière, vous avez fait allusion à cette idée aussi d'incorporation, parce qu'il s'agit en fait d'une physiopsychologie aussi. Il ne faut pas compter sur Nietzsche pour faire la révolution. En plus, c'est un penseur très conservateur, je dirais. Très conservateur. Pour ne pas dire réactionnaire. Pour ne pas dire... Ouais, voilà. Parce que quand il pense une transformation politique, Nietzsche, il a des idées quand même curieuses. C'est-à-dire aller fonder une colonie au Mexique. Pas au Paraguay, c'est sa sœur, et Bernard Forster. Humain, trop humain. Il est pour l'esclavage, il est absolument contre l'émancipation féminine, etc. Voilà. Mais il est tout à fait platonicien, parce que oui, absolument. Les lois, c'est exactement fonder une colonie. Absolument, platonicien. L'aristocratie Nietzsche, c'est vraiment un projet politique qui a des affinités avec celui de Platon. Bon, on va peut-être manger des cacahuètes alors. Madame Tréguier, la maîtrise de la cérémonie vous revient. Merci pour ces éclairages passionnants sur Nietzsche. Je vous propose de continuer cette discussion autour d'un petit verre. Voilà. Merci. C'est mieux que...